Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Cela fait un moment que tu tolères des choses que, au fond, tu sais que tu ne devrais pas accepter. De petits compromis, de légers sourires. Tu fais ça parce que c'est ce qu'on t'a appris. Le plus frappant, c'est qu'à l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur de toi, quelque chose bouillonne, quelque chose enfle, quelque chose te ronge de l'intérieur. Il est important que tu comprennes que ce que tu ressens n'est pas simplement de la fatigue ordinaire, du surmenage ou une passagère crise. C'est quelque chose de bien plus dangereux. C'est la conséquence que, au fil des années, tu as accepté des comportements qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Tu as détourné le regard justifié, gardé le silence, te persuadant qu'il ne valait pas la peine de te battre. Et après toutes ces années, tu n'as même pas remarqué quand ce qui était inacceptable auparavant est devenu le quotidien aujourd'hui. Carl Jung disait que la véritable souffrance ne commence pas par de grands drames, mais par des petites choses auxquelles on finit par s'habituer chaque jour. Tout commence par des gestes que tu ignores, par des mots que tu ravales sans protester, par des personnes qui t'apprennent que l'amour, c'est fermer les yeux sur la douleur, même si celle-ci grandit en toi. Jung mettait aussi en garde contre le fait que si tu ne identifies pas et ne confrontes pas ce que tu ressens à l'intérieur, cela ne disparaîtra pas tout seul. Au contraire, cela s'installera, pourrira, jusqu'au jour où, en te regardant dans le miroir, tu te diras que tu ne te reconnais plus. Je vais être clair, cette vidéo ne cherche pas à te faire sentir mieux. Elle a été créée pour que tu stoppes et ouvres les yeux sur 7 comportements qui n'ont rien à voir avec l'amour, le respect ou l'attention, même s'ils sont souvent présentés ainsi. Et si tu crois que cela ne concerne que les autres, tu te trompes. En réalité, certains de ces comportements, tu les reproduis aussi. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais simplement parce que personne ne t'a appris où se trouve vraiment la limite entre patience et trahison de soi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut être douloureux, mais c'est justement pour cela que tu devrais rester jusqu'à la fin. Car si tu restes, tu ne te verras plus jamais de la même façon. Et c'est ça, le vrai développement. Mais avant de commencer, si tu apprécies le contenu de cette chaîne, j'ai une proposition. Partage cette vidéo dès maintenant avec ceux qui, selon toi, devraient aussi l'entendre et abonne-toi à la chaîne en cliquant sur la cloche. Grâce à cela, nous pourrons te tenir informé des nouveaux films et tu nous aideras à toucher un plus grand nombre de personnes. Maintenant, revenons au film. As-tu déjà ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ta relation avec une personne proche, sans vraiment savoir quoi? Carl Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie, a découvert une vérité troublante. Les formes de manipulation les plus dangereuses ne prennent pas la forme d'une violence ouverte, mais agissent comme un poison qui s'insinue lentement, invisible, jusqu'à ce que tu ressentes ses effets par une perte de toi-même. Tout commence innocemment, par une remarque apparemment bienveillante qui laisse pourtant un goût de doute en toi. Cela peut être un conseil soi-disant amical, prononcé sur un ton suggérant que sans cette personne, tu n'y arriverais pas, ou un soupir du genre « Dommage que tu ne sois pas plus comme lui ou elle ». Ces paroles répétées sans cesse finissent par devenir ta propre voix intérieure qui murmure que tu n'es pas assez bien tel que tu es. Et c'est là que réside le plus grand danger. Le manipulateur n'a pas besoin de te contraindre, car il atteint son objectif de façon plus subtile. Il te pousse à douter de tes propres sentiments. Tu te dis alors, peut-être que je dramatise, peut-être que c'est moi le problème. Pendant ce temps, l'autre personne, feignant l'inquiétude, prend progressivement le contrôle de tes choix. Jung appelait ce phénomène la projection. Quelqu'un qui te transfère inconsciemment ses peurs et attentes, et toi, désireux de préserver la paix, tu finis par y croire. Prends un instant pour réfléchir à cela. Combien de fois as-tu justifié le comportement de quelqu'un en te disant qu'il est simplement comme ça, alors qu'au fond de toi, tu savais que cette personne franchissait tes limites? C'est alors que la relation devient une cage invisible, non faite de règles, mais de ta peur de perdre l'acceptation. Ce qui est le plus douloureux, c'est que ces comportements proviennent souvent des personnes que nous aimons. Parents,
partenaires, amis. Leurs paroles semblent témoigner d'une préoccupation du type « Je m'inquiète pour toi », mais sous cette surface se cache une exigence de changement. Jung mettait en garde. Les gens préféreront détruire le monde entier plutôt que d'affronter la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de critiquer les erreurs des autres que de faire face à ses propres défauts. Réfléchissons cependant à ce qui arrive quand, dans ces situations, tu restes silencieux trop longtemps et ne réagis pas. La manipulation, telle une plante grimpante, s'immisce de plus en plus dans ton identité. Avec le temps, tu ne te contentes pas d'accepter des choses que tu ne veux pas, mais tu réprimes même ce que tu désires vraiment. Tes décisions deviennent l'accomplissement des attentes des autres, et ta voix intérieure perd lentement de sa force. Mais est-ce à dire que chaque critique est de la manipulation? Bien sûr que non. La différence réside dans l'intention. Je m'explique. Tu vois, une relation saine te laisse la liberté de t'opposer, tandis qu'une relation toxique te fait croire que t'opposer est une trahison. Alors, comment être sûr du type de relation dont il s'agit? La question que tu devrais te poser est: après avoir été en contact avec cette personne, est-ce que je me sens plus fort ou plus faible qu'avant? La réponse vient souvent d'elle-même, par exemple sous la forme d'un soulagement quand la personne quitte la pièce ou d'une appréhension à l'écoute de ses pas qui s'approchent. Cependant, ce dont nous avons parlé jusqu'à présent n'est que le début. Car une fois que tu comprends les mécanismes de la manipulation dissimulée, il est temps de se pencher sur un autre comportement inacceptable que Carl Jung considérait comme particulièrement insidieux. Un comportement capable de détruire même les personnalités les plus fortes, se dissimulant sous le masque de l'humour et d'une innocence prétendue. C'est précisément de cela dont nous parlerons dans la prochaine partie de ce film. Te souviens-tu de cette pression brûlante dans ta gorge, quand tout le monde riait d'une blague soi-disant innocente qui en réalité te visait? Ce qui commence comme une moquerie, apparemment anodine, est souvent l'un des outils de contrôle les plus pernicieux, dont Carl Jung nous avait prévenus. Quand quelqu'un dissimule l'humiliation sous un vernis humoristique, il crée un piège parfait, car si tu protestes, tu deviens immédiatement cette personne trop sensible qui ne sait pas rire. En revanche, si tu te tais, tu perds peu à peu une part de ta dignité, laissant aux autres le pouvoir de définir où se situe la frontière entre la blague et l'humiliation. Jung expliquait ce phénomène à travers le prisme de la psychologie des foules. Dans un groupe où tout le monde rit, notre instinct nous pousse à nous joindre, même si intérieurement nous ressentons un vide, car la peur du rejet l'emporte sur le besoin de respect de soi. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de dangereux. Le cerveau, qui est évolutivement programmé pour mémoriser les humiliations plus intensément que les compliments, commence à créer des traces neuronales liées à ces blagues. Jusqu'à ce que tu finisses par y croire toi-même, en te disant « Peut-être qu'il est normal qu'on se moque de moi ». Prends un instant pour réfléchir. Y a-t-il dans ton entourage une personne dont les taquineries, apparemment innocentes, te font te sentir moins valorisé, sans que tu arrives vraiment à expliquer pourquoi? C'est précisément ce que Jung appelait l'ombre collective. Cela survient lorsque les complexes et les peurs non résolues de quelqu'un sont projetés sur toi sous couvert d'humour. Et toi, pour garder ton calme, tu commences à les assimiler comme si c'étaient les tiens. Ce qui fait le plus mal, c'est que ceux qui utilisent souvent ce genre de blagues toxiques sont généralement eux-mêmes profondément incertains. Leur rire est une arme des faibles, un moyen de détourner l'attention de leurs propres défauts en désignant quelqu'un d'autre comme pire dans leur histoire. Mais souviens-toi, tu n'es pas un punching ball pour évacuer les frustrations des autres, ni un miroir dans lequel ils peuvent se regarder pour voir leurs défauts qu'ils ne veulent pas accepter. Quand tu laisses passer ce type de comportement, même par passivité, tu ouvres lentement la porte à quelque chose de bien plus dangereux, la manipulation de ta propre perception de la réalité. Car quand quelqu'un s'habitue à franchir impunément tes limites sous prétexte d'humour, la prochaine étape sera de te faire croire que ces limites n'existent même pas.
Reste avec moi, car nous allons maintenant parler d'une des tactiques les plus dangereuses des manipulateurs, le gaslighting. Parce que si tu ne réalises pas ce que c'est, ni comment ça fonctionne, tu n'as aucune chance de te défendre contre ça. Te souviens-tu de ce sentiment étrange après une énième conversation avec une certaine personne où tu te sentais complètement perdu? Comme si tu avais soudainement cessé de faire confiance à tes propres souvenirs. Le gaslighting n'est pas un simple mensonge. C'est un processus systématique où quelqu'un t'isole peu à peu de ta propre réalité, te poussant à douter même des choses les plus évidentes. Ce que tu as vu de tes propres yeux, ce que tu as entendu de tes propres oreilles, et finalement ce que tu ressens au plus profond de toi. Carl Jung décrivait cela comme la forme la plus subtile de servitude. Car quand quelqu'un remet en cause ta perception du monde, il n'a plus besoin de chaînes pour te retenir. Il n'en a pas besoin, car à ce moment-là, tu deviens ta propre prison la plus étouffante. Le mécanisme est toujours le même. Tout commence souvent par un léger déni du genre « je n'ai jamais dit ça ». Le mépris de tes réactions se manifeste alors par des phrases telles que « arrête, tu exagères comme d'habitude ». Et puis, finalement, arrive ce moment où le gaslighting devient vraiment dangereux. Tu commences à te remettre en question, à te convaincre. Peut-être que j'ai vraiment mal compris. Des études montrent qu'au bout d'environ 3 mois de ce traitement, le cerveau commence réellement à altérer les souvenirs, créant ce qu'on appelle des faux souvenirs. Tout cela pour atténuer l'inconfort causé par la contradiction constante entre ton expérience et la version des faits d'une autre personne. Prends un instant pour penser à quelqu'un dans ton entourage dont les plaisanteries apparemment innocentes te font sentir moins important, même si tu ne sais pas exactement pourquoi. Combien de personnes autour de toi semblent soudainement oublier les promesses qu'elles ont faites ou affirment que votre conversation s'est déroulée complètement différemment? Tu dois savoir que ce n'est pas un simple hasard, mais une stratégie qui a un seul but: te faire perdre confiance en ton propre jugement et te rendre dépendant de la version de la réalité de quelqu'un d'autre. Jung expliquait que les manipulateurs les plus efficaces détectent instinctivement nos peurs les plus profondes, la peur d'être rejeté, le besoin d'être accepté, le doute sur notre propre valeur. Et c'est précisément sur ces points qu'ils frappent le plus fort. Quand ils disent simplement « c'est comme ça que tu le vois » ou « tout le monde est d'accord là-dessus », ils ne cherchent pas vraiment à te convaincre des faits. Ils veulent que tu crois que ta perception du monde est fondamentalement erronée et que leur version est la seule vérité. Je vais le répéter car c'est très important. Quand ils disent cela, ils ne tentent pas de te convaincre sur les faits. Ils veulent que tu crois que ta perception du monde est profondément fausse et que leur version est la seule réalité. La chose la plus tragique, c'est que les victimes de gaslighting sont souvent les personnes les plus empathiques. C'est leur sensibilité et leur volonté de comprendre les autres qui se retournent contre elles. Peut-être que j'exagère vraiment? C'est une pensée à laquelle on ne prête pas toujours attention, mais qui est en réalité la première étape du piège. Et une fois qu'elles sont prises au piège, une étape encore plus douloureuse les attend. Le manipulateur commence alors à utiliser leurs doutes comme preuve d'instabilité émotionnelle, créant un cercle vicieux dont il devient de plus en plus difficile de s'échapper. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Et comment peux-tu te protéger contre cela? J'en parlerai dans un instant, car comprendre ce mécanisme est la clé pour sortir de ce piège. Si cette vidéo te parle et que tu trouves ce contenu utile, n'oublie pas de liker et de laisser en commentaire. Chaque jour, je deviens une personne plus sage. Cela me montrera que tu es avec moi. Maintenant, revenons au film. Te souviens-tu de ce sentiment lorsque tu partageais quelque chose de vraiment important et qu'en retour, tu ne recevais qu'un haussement d'épaule ou une remarque sarcastique? C'est précisément le 4e comportement inacceptable que Carl Jung dénonçait. L'invalidation systématique des émotions qui étouffe peu à peu ton monde intérieur. Quand tu parles à quelqu'un de ta douleur et qu'on te répond « ne dramatise pas »,
ou quand tu exprimes tes sentiments et qu'on en rit en disant « tu fais toute une montagne pour un rien ». Il y a là quelque chose de profondément perturbant. Chaque phrase de ce genre, bien que banale en apparence, transmet un message clair. Tes émotions sont un problème, un obstacle, quelque chose à réprimer plutôt qu'à exprimer. Jung expliquait dans ses travaux comment cette invalidation systématique conduit à la naissance de ce qu'il appelle un faux soi. Une version de soi créée pour répondre aux attentes des autres, tandis que les véritables émotions pourrissent à l'intérieur, se transformant en angoisse, insomnie ou explosion de colère incontrôlée. T'es-tu déjà demandé pourquoi, après des années de telles expériences, il te semble si difficile de reconnaître ce que tu ressens vraiment? Mais ce n'est que le début de cette destruction émotionnelle. Après la manipulation, le ridicule et l'invalidation, vient la forme de violence la plus subtile, le mépris silencieux, le cinquième comportement à éviter à tout prix. Ce n'est pas un simple fait de t'ignorer, c'est un effacement délibéré et précis de ta présence. Un regard qui te fait sentir comme de l'air, un silence qui résonne plus fort que n'importe quelle parole. Le pire avec ce mépris, c'est qu'il ne laisse aucune marge de manœuvre pour se défendre. Il n'y a rien à contredire, ni aucune façon de se protéger. Il ne reste que cette certitude dévastatrice que, aux yeux de la personne qui devrait te voir, tu n'existes tout simplement pas. Et c'est précisément à ce moment-là, comme l'a montré Jung, que beaucoup de gens perdent complètement le contact avec eux-mêmes, créant une personnalité artificielle dont le seul but est d'éviter une nouvelle dose de ce douloureux rejet. Te souviens-tu d'un moment où, après une telle expérience, quelque chose en toi est mort? Une part de ton authenticité qui n'avait plus la force de se manifester. C'est ce moment dont parlait Jung en écrivant que ce à quoi nous résistons finit par nous dominer. Et nous, au lieu de transformer nos expériences, devenons leurs esclaves. Mais la vérité que je veux que tu retiennes est la suivante. Tes émotions n'ont jamais été le problème. Le vrai problème, ce sont les personnes qui ne pouvaient pas les supporter, qui préféraient les nier plutôt que de faire face à leur propre malaise. Et bien que le chemin du retour vers soi puisse être long, chaque pas dans cette direction est un acte de rébellion contre tous ceux qui ont voulu que tu cesses d'exister. Du moins, dans cette version réelle et authentique de toi-même. Les comportements que nous avons abordés jusqu'à présent montrent comment les autres façonnent et déforment ta perception de la réalité. Mais maintenant, nous franchissons une limite où le mal n'est plus seulement ce que les autres te font, mais aussi ce que tu commences à te faire à toi-même. Ce n'est plus une simple agression extérieure, c'est une infection qui s'insinue lentement dans tes décisions, tes gestes et même ta manière de voir le monde. Comme l'a souligné Jung, ce qui est le plus dangereux, ce sont ces schémas qui s'installent en nous sous couvert de vertu, déguisés en noblesse. Un comportement supplémentaire n'est pas seulement une blessure, c'est une transformation, une normalisation sociale du sacrifice comme valeur suprême, si profondément ancrée dans les cultures du monde entier que nous remettons souvent sa validité en question. Depuis notre plus jeune âge, on nous répète « Sois gentil, même quand on te blesse, mets toujours les autres en premier ». La véritable maturité, c'est renoncer à soi. Et c'est ainsi pas à pas que nous apprenons à disparaître dans notre propre vie comme un acteur qui essaie de jouer le rôle de tous, sauf du sien. Mais il existe une vérité fondamentale que l'on évoque rarement. Tout ce que nous appelons amour n'est pas sain. Tous les compromis ne sont pas synonymes de paix. Parfois, c'est simplement la peur du conflit déguisée en sagesse. Ce que tu appelles sacrifice s'avère souvent être de la soumission, et ce que tu considères comme de la patience est en réalité une passivité face à l'injustice. Jung, dans ses travaux, montrait à quel point il est facile de confondre le vrai soi, le centre authentique de la psyché, avec la persona, ce masque artificiel créé pour obtenir l'acceptation sociale. Cependant, ce qui est le plus douloureux, c'est que le monde valorise ses comportements. On applaudit lorsque tu renonces à tes rêves au profit de ceux que tu aimes. On te loue quand tu supportes l'intolérance pour garder la paix.
On appelle cela de la maturité, alors qu'en réalité, c'est une lente dissociation de la personnalité. Comme l'a écrit Jung, chaque éloignement du vrai moi est un pas vers la névrose. Réfléchis à combien de fois cette semaine tu as dit oui, alors qu'au fond de toi tu criais non. À quelle fréquence as-tu refoulé tes besoins juste pour ne pas déranger quelqu'un? C'est à ce moment-là que le sacrifice cesse d'être un choix et devient une contrainte. Et comme toute contrainte, cela conduit à une déformation de notre nature. Lorsque ce schéma devient une identité, nous perdons totalement de vue qui nous sommes. Comme l'a écrit Jung, le plus grand drame de l'homme n'est pas ce que les autres lui font, mais ce qu'il se fait à lui-même pour obtenir leur acceptation. Et c'est précisément à ce moment que nous faisons face à la question la plus difficile. Si tu n'es plus celui que tu étais et que tu n'es pas encore devenu celui que tu pourrais être, qui es-tu vraiment? Ce n'est pas encore la fin de notre voyage. Il nous reste le dernier, le 7e comportement, peut-être le plus bouleversant de tous, car il révèle la vérité sur ce qui arrive quand tous les mécanismes précédents convergent en un point unique. Comportement 7, la faillite émotionnelle de l'âme, c'est-à-dire l'acceptation du mépris comme prix de l'appartenance. Nous sommes arrivés à la phase finale de ce parcours épuisant, ce lieu où l'homme, vidé par les luttes incessantes pour sa dignité, finit par déposer les armes et accepter les conditions de l'ennemi. Ce n'est pas une simple démission. C'est une capitulation totale, où nous acceptons chaque jour des doses de mépris, troquant les restes de notre moi contre des illusions d'appartenance. Comme l'a écrit Jung dans l'une de ses œuvres, rien ne détruit l'esprit humain comme l'acceptation systématique de ce que nous considérons au fond comme injuste. Ce processus ressemble à un lent empoisonnement. Au début, tu protestes lorsqu'on dépasse tes limites, puis tu te contentes de soupirer, jusqu'à ce que finalement, tu ne remarques même plus comment chaque matin tu te prépares à jouer le rôle de celui qui cède toujours, l'inférieur. Te souviens-tu du moment où, au lieu de dire « c'est injuste », tu t'es demandé « est-ce vraiment mon rôle ?» C'est à ce moment-là que le mépris a commencé à prendre le dessus sur toi. Ce qu'il y a de plus tragique dans cette situation, c'est la manière dont notre esprit, pour réduire la dissonance, construit toute une logique pour justifier cet état. Peut-être que je vaux vraiment moins, te dis-tu? Peut-être que je demande trop. Tu te convaincs. Jung appelait cela un mécanisme délirant qui nous permet de continuer à fonctionner, mais au prix d'une rupture totale avec notre véritable nature. Pourtant, il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas une situation sans issue. Ton corps connaît toujours la vérité. Ces migraines qui surviennent avant les réunions, l'insomnie du dimanche soir, les crises de panique soudaines sans raison apparente, tout cela est un signal que quelque chose en toi proteste encore contre cette trahison de soi. Comme l'a remarqué Jung, même l'âme la plus perdue garde une étincelle de son vrai moi. La première étape est de prendre conscience que la solitude avec dignité restera toujours plus légère que l'appartenance vécue avec mépris. Imagine que dans 5 ans, tu sois encore dans la même situation. Veux-tu vraiment te réveiller un jour en réalisant que tu as sacrifié les meilleures années de ta vie pour servir de simple toile de fond à l'histoire de quelqu'un d'autre ? La vérité que tu dois entendre maintenant est « ta place dans le monde ne devrait pas dépendre du nombre d'humiliations que tu es capable de supporter. Tu peux et tu as le droit absolu de construire ton propre espace où tu n'as pas à te rétracter, ni à t'excuser d'exister, ni à justifier tes besoins. Ce que tu appelles un problème, c'est souvent simplement le fait d'être un être humain qui mérite le respect. Si tu es arrivé à ce point et que tu reconnais même une ombre de ces comportements en toi, tu es désormais plus conscient. Et la conscience est le premier pas vers un véritable changement. Comme disait Jung, la véritable transformation commence au moment où nous cessons de nous mentir à nous-mêmes. Alors maintenant que tu sais, la question est, que feras-tu de cette connaissance ? Souviens-toi que tout véritable changement s'accompagne toujours de certaines pertes. Peut-être que tu perdras des relations,
peut-être des habitudes, mais aborde cela avec l'idée qu'en réalité, tu ne perds rien qui ait de la valeur. Tu ne perds que ce qui te détruisait déjà de l'intérieur. Ce que tu gagnes, c'est la vraie vie, l'authenticité, la liberté que personne ne pourra jamais te retirer. Jung n'a pas écrit ses œuvres pour que nous nous sentions mieux. Il les a écrites pour que nous nous éveillions. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Si ce film t'a touché ne serait-ce qu'un peu, fais-le-moi savoir et laisse un commentaire du genre « Je ne me laisserai plus jamais exploiter ». Que cela soit ton premier acte de rébellion contre tout ce qui te limite. Et si tu souhaites aller un pas plus loin dans ta transformation, clique maintenant sur la miniature du film qui s'affiche au centre de l'écran. Tu y trouveras l'enregistrement le plus important de cette chaîne, consacré à la série sur Carl Jung, où tu apprendras comment développer une véritable résilience mentale, comment rester imperturbable face aux influences des autres, et enfin, comment commencer à vivre ta propre vie plutôt que celle des autres. Vas-y et ne laisse pas s'éteindre l'étincelle qui vient de s'allumer en toi, car comme le disait Jung, celui qui s'est éveillé une fois ne retourne jamais au sommeil. À tout de suite.